Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi. Bonjour. Ce que vit la Tunisie comme changement depuis le 14 janvier 2011 est la conséquence du soulèvement de larges pans de Tunisiens de ce qu'on appelle l'intérieur du pays, contre la marginalisation, l'exclusion et l'absence de développement. 5 ans après prix Nobel de la paix ou pas, la problématique reste entière. Rien ou très peu a été entrepris pour réduire le large gap en termes de développement régional. Nous allons en parler et parler plutôt des mécanismes de financement alternatifs de ce développement régional pour que les zones et régions oubliées jusqu'ici rattrapent les retards accumulés depuis des décennies. Notre invité est Mondor Khamfir, directeur de l'association CBA, Carthage Business Angels. Vous avez organisé dernièrement, Mondor Khamfir, une rencontre pour discuter justement de l'approche alternative du financement du développement régional. Est-ce une contribution de votre part à la réflexion en cours autour du prochain plan de développement 2016-2020, censé définir les contours du nouveau modèle de développement en Tunisie, qui doit permettre justement l'essor de toute la Tunisie et pas seulement de quelques régions aux dépens d'autres? Le développement régional est effectivement objet de toutes les ardeurs, de toutes les attentes, mais devrait aussi être traité de point de vue, on va dire, technique. Qu'est-ce qu'un développement régional? Qu'est-ce qu'une région? Et surtout, comment financer ce développement et par qui, et avec quels outils de financement. Donc les enjeux, je ne vais pas y revenir dessus, tout le monde les connaît, mais il y a beaucoup de fausses idées ou de préjugés sur le développement régional. Quelques exemples. Je vais y arriver. Nous, en tant qu'association, donc Carthage Business Angels, notre rôle, c'est de permettre de débattre d'une manière sereine, apaisée, sur des problématiques de ce type-là, qui sont, encore une fois, importants pour notre transition vers la démocratie, qui vont faire l'objet aussi de beaucoup de débats, je l'espère, dans les prochains mois, lors des élections municipales. Parce que c'est celui qui va présenter le meilleur projet, normalement, qui donc échouera la responsabilité de l'implémenter. On a des éléments et des outils pour analyser donc, les programmes. Et donc, dans notre 4e édition du séminaire sur la finance alternative, on a traité donc de cette problématique, qui est un sujet très, très technique, très compliqué aussi à appréhender dans sa globalité. Mais au moins, on s'est dit, on va contribuer avec une réflexion de la société civile, non partisane, donc, puisque nous sommes réellement à égale distance de tous les partis politiques. Mais nous avons un penchant pour l'entrepreneuriat, pour l'entrepreneuriat de l'innovation. C'est dans notre ADN, dans notre code génétique. Nous sommes des business angels, nous sommes favorables et nous pensons que c'est l'entrepreneuriat qui va permettre à la Tunisie de passer donc, à un niveau supérieur. Alors, en partant donc, de cette motivation, on a créé cette plateforme de débat qui s'appelle donc le séminaire donc, de la finance alternative et on a mis en exergue un certain nombre de constats déjà sur le développement régional. Qui doit formuler un plan de développement régional? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le gouvernorat? Est-ce que c'est l'administration locale? Est-ce que c'est les partis politiques? La société civile. Exactement. Et on a une expérience et on a découvert, c'est vraiment une découverte intéressante et positive, qu'il y a une instance aujourd'hui en Tunisie qui expérimente la formulation d'un plan de développement régional, donc en partenariat bien sûr avec le commissariat général au développement régional, avec les conseils de développement locaux, la société civile, les partis politiques. Donc il y a quand même aujourd'hui sur 3 ou 4 régions phares des initiatives de formulation de plans de développement régionaux. Voilà, ou de plans régionaux. Quelles sont les régions concernées? Alors, celle que j'ai en tête, c'est Monastir et Tataouine, par exemple. Qui couvre toute une région, par exemple Tataouine, est-ce que ça couvre tout le sud-est? Non, c'est uniquement le gouvernement de Tataouine. Par exemple, Ibn Arous. Les gens bougent. Ça bouge, il y a de la volonté d'apporter du changement. Ouais. Et cette formulation, moi j'appelle ça bottom-up, donc qui part du terrain, qui fait une remontée... Qui part de la base pour aller vers exactement, le pouvoir donc, central, qui est appelé à être décentralisé d'ailleurs, dans le cadre de la Constitution. Donc cette expérience est intéressante et nous a permis d'avoir justement, dans cette journée qui a été donc consacrée au sujet, d'avoir déjà des informations sur les approches. Chose inhabituelle et chose nouvelle, c'est que l'ensemble des parties prenantes de cette planification du développement régional sont pratiquement tous d'accord qu'il faut trancher avec le passé, qu'il faut impliquer davantage le privé. Ce sont des messages très importants. Qu'il faut faire du développement inclusif, durable, donc des mots-clés qui reviennent dans toutes les obédiences et tendances confondues, y compris le PPP. Aujourd'hui, on commence même dans certaines lignes, on va dire, de la gauche, à entendre des messages positifs et des a priori positifs qui sont favorables sur le PPP, parce qu'on a compris que de toute façon, l'État, c'est nous tous. Et nous tous, c'est secteur public, secteur privé, ensemble, et c'est une bonne chose, à mon avis, pour la Tunisie. Oui, Talal. Je voudrais savoir, pour nos auditeurs, vous nous dites, c'est quoi les
anges de financement, les business angels. Bien sûr. C'est quoi? Alors, en fait, c'est les investisseurs providentiels. C'est-à-dire? Alors, plus exactement, c'est un terme consacré pour ce qu'on appelle les investisseurs qui rentrent dans les phases early stage, donc très en amont, lorsque les projets comportent encore une phase de risque importante, et qui prennent le risque avec le promoteur pour l'aider là où personne généralement ne Ce n'est pas des écarts. Non, ce ne sont pas des sicares. Non, ce sont des individus. Non, Très généralement, bien. C'est des hommes d'affaires, c'est des gens qui sont dans les affaires déjà, Donc, des c'est entrepreneurs. C'est des gens qui ont du fric, qui seraient intéressés par un projet nouveau, avec un brevet, ou un ingénieur, un truc comme ça, etc., pour l'aider. Ils rentrent dans le projet, ils investissent. Il prend le risque, il partage le risque avec le promoteur. D'accord. Donc, et ça, c'est important. Alors, généralement, c'est beaucoup plus technique que ça. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On va pas rentrer dans Non, Mais pas c'est trop beaucoup plus dans les technique. détails Donc, techniques. il ne rentre pas dans un projet. Il rentre dans plusieurs projets. La manière de gérer, c'est des portefeuilles. Donc, c'est quelqu'un Oui, qui bien a sûr. une approche de gestion de portefeuille. Alors, quelle est la loi en Tunisie, dans le marché financier, qui gère ce créneau? Alors, moi, je pose la question, quelle est la loi qui gère l'investissement privé et l'association? Il n'y a pas de loi. On n'a pas besoin de loi pour tout. On n'a pas besoin de loi pour tout. On a toujours tendance en Tunisie, si on attend d'avoir une loi pour faire, on va rien faire du tout, ou alors on va être très en retard. Ça va immobiliser peut-être. Par contre, il y a une éthique. Si vous me dites quelle est l'éthique derrière ce genre d'opération, je dis oui, c'est important. Nous, on est très sélectifs au niveau de nos membres. D'abord, nos membres sont déjà tous des entrepreneurs. Ce ne sont pas des spéculateurs, ce ne sont pas des gens qui jouent avec la bourse. Donc, c'est des entrepreneurs qui ont déjà réussi Non, leur pas carrière. de la bourse. Tout à fait. Bourse, Non, c'est mais, après. non, mais justement, donc ce n'est pas une opération boursière. Donc, ce n'est pas un placement pour gagner, etc., donc sur du court terme ou faire de la spéculation sur le capital. Et en général, l'investisseur providentiel apporte beaucoup plus que de l'argent. Il apporte de l'accompagnement, des réseaux, des introductions, des marchés. Cette expérience, effectivement, d'encadrement, c'est un peu un mentor. Est-ce qu'il y a une liste de ces investisseurs? Elle est sur notre site, notre site, cba.tn. Les membres de notre association, ils sont identifiés, bien sûr. Vous existez depuis combien de temps? 2010. 2010. Oui. Donc, ça fait 5 hier. ans. Hier, Oui, mais c'est hier, ans, c'est oui. tout jeune, c'est une association très jeune, D'accord. qui a mis d'ailleurs beaucoup de temps pour avoir son visa. C'est quoi le financement alternatif? Voilà, c'est la problématique. Alors, effectivement, comme on est en plein cœur du sujet. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un a un projet, en Tunisie, il a un circuit bien balisé. Il va passer par le circuit bancaire, la BFPME, les SICAR, etc., les montages avec un schéma de financement pratiquement standardisé. L'alternative, c'est justement de ne pas rentrer dans ce chemin-là. Pourquoi on propose de l'alternative aujourd'hui? On propose de l'alternative au moins déjà pour qu'il y ait une dynamique sur le marché. Quelle est cette alternative? Alors, par exemple, le 100% en capital. La finance islamique est une finance alternative. Tout Une à fait. approche alternative. Au Maroc, d'ailleurs, la finance alternative veut dire pratiquement finance islamique. C'est ce qui s'appelle la finance alternative. En fait, c'est tout ce qui est opération sur le capital, hors circuit, on va dire, conventionnel. En Tunisie, nous sommes dominés par le secteur bancaire. C'est le secteur bancaire qui finance les projets, parce qu'il y a eu une tradition avec, bien sûr, quelques outils comme le faux produit, vous connaissez un peu les dispositifs, qui sont aujourd'hui complètement essoufflés et qui produisent surtout, ce qui est un peu gênant, qui n'arrivent pas à financer qui produisent l'économie. des projets à faible rendement ou des projets qui généralement ont des difficultés, pratiquement sous-capitalisés. Et vous insérez dans cette... On essaie de combler un peu ce déficit d'offres, donc par rapport au financement. Donc vous avez de contourner plutôt le vous avez un projet, mécanisme vous avez envie de tester, on vous dit, alors au lieu d'aller directement à la banque, on va vous dire au départ, n'allez pas à la banque. Faites un prototype. On va vous trouver le moyen de financer directement votre prototype. On n'a pas besoin de votre plan d'affaires. Nous, on va vous croire, vous, sur parole. Vous, en tant que chercheur ou en tant qu'ingénieur, on va vous faire confiance. On croit en votre projet et on sait comment vous aider à réussir votre projet. C'est-à-dire, en fait, il y a plus que de l'argent. Il y a derrière une philosophie d'accompagnement et de mentoring. Et on va miser sur la personne d'abord. D'accord ? Une fois qu'il a atteint le premier stade de prototypage. À ce moment-là, on passe au business plan. Et puis, on peut-être faire un financement plus, comment dirais-je, orthodoxe. Sophistiqué. On revient sur le chemin, bien sûr, du financement par de la dette. Même par de la dette. Le marché alternatif en bourse. Entre autres, pour la levée de fonds, oui, tout à fait, ça peut être aussi la sortie. Pourquoi c'est en 2010? Pourquoi c'était pas avant? Parce que moi, j'ai connu une dizaine de personnes, 2 architectes, 2 électriciens, c'est-à-dire d'électroniciens, etc., qui avaient des projets absolument fantastiques et les banques n'ont pas marché dans la combine. Oui. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au Maroc avec des Allemands. Avec des Allemands. Il y en a 6
C'était en 2004, 2005, 2006, bien avant le 2010. Vous voyez pourquoi c'est pas... Les Américains, ils l'ont bien fait depuis 30 ans. Des choses comme ça arrivent tous les jours en Tunisie. Tous les jours, on désespère les entrepreneurs à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays qui est très orthodoxe, justement, et très attaché très frileux à l'orthodoxie. Au changement. Alors, c'est même pas de la frilosité, parce que par ailleurs, on prend beaucoup de risques sur d'autres choses, moins peut-être importantes, moins décisives. La manière dont on conduit, par exemple, sur la route est très, très dangereuse. Mais on prend moins de risques, on ne va pas prendre de risques sur les projets, donc c'est quand même dommage. Et c'est pourtant, c'est la vie des promoteurs qui en dépend, c'est la vie de familles entières, c'est la vie de la société en général qui en dépend. Si on ne produit pas de la richesse, on n'aura rien à distribuer. Alors, pour revenir un peu sur peut-être l'élément donc, des gens qui partent de la Tunisie. Bon, évidemment, lorsque l'environnement est hostile et qu'on est porteur d'une idée et que cette idée, on y croit, si on ne trouve pas un champ à labourer, on va aller labourer ailleurs, dans un autre espace. L'intérêt aujourd'hui de la société civile, et je vais répondre maintenant sur la question pourquoi maintenant et pourquoi en 2010, l'intérêt de la société, c'est de combler justement les lacunes là où il n'y a pas justement de solution d'État. Et on n'a pas besoin d'avoir l'État partout. Il y a aussi le rôle de la société civile, du secteur privé qui doivent jouer leur rôle. Oui. C'était plus compliqué prendre l'initiative. Je vais vous dire, en 2000, nous avons pris la décision avec pratiquement les mêmes personnes en 2003 lors du premier forum où j'étais président de la TUJ à l'époque sur l'entrepreneuriat et l'innovation de créer une association de business angels. On n'avait pas beaucoup d'argent ou beaucoup d'économies, de réserves. Mais on s'est dit, on va initier la dynamique. Ça a mis de 2003 jusqu'à 2010 pour obtenir un visa sur une association de business angels. Donc ça veut dire que la bataille n'est pas seulement au niveau du faire, il est aussi au niveau de l'autorisation. Heureusement, maintenant, on n'a plus ce souci-là. Et d'ailleurs, comme il reste toujours une ambiguïté par rapport au rôle des business angels, etc., parce qu'on a toujours un peu une idée peut-être un peu défensive par rapport à cela, nous avons créé un fonds d'amorçage. Il s'appelle Capitalise. Et ce fonds-là, c'est quoi ? Ça permet à des gens comme vous ou comme d'autres qui n'ont pas envie forcément d'apparaître ou d'être très actifs ou d'avoir à faire des montages ou de rentrer dans chaque entreprise ou dans chaque start-up. Ils mettent leur argent dans un fonds, mais qui est dédié uniquement aux start-up qui démarrent dans les phases, donc avec un brevet ou une invention ou une innovation, donc en phase early stage, donc vraiment en amont du champ du visible du circuit classique conventionnel de financement. L'État a fait un effort relativement important en implantant des cités d'innovation. Les pôles technologiques. Il y a les pépinières aussi, il y a les sémages, il y a tout ça. Quelle est votre position par rapport à ces pôles ? Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment, nous sommes au cœur du problème. L'État a fait beaucoup d'investissements, mais les investissements de l'État ne sont pas productifs. Pourquoi ? Alors comment rendre ces... Alors pourquoi ? On le sait. Pour les rendre productifs, on doit savoir pourquoi ils ne le sont pas. Eh bien parce qu'on a créé des silos. C'est-à-dire en fait chaque département, chaque ministère, il a un peu un regard ou un droit de regard sur son secteur. On a cette approche qui est vraiment sectorialisée. Le ministère de l'Industrie, il a ses pôles technologiques. Le ministère de Technologie et de l'Information et de l'économie digitale, il a son technopôle Razel. Les pépinières dépendent de l'API. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il a aussi des incubateurs qui dépendent. Il y a les sémages aussi qui dépendent des entreprises publiques. Alors en fait, on a créé des silos et en fait, il n'y a pas d'interfaçage, il n'y a pas de connexion entre tous ces composantes. Mais les acquis sont là. Nous avons toutes les composantes d'un bon système national d'innovation. Mais ça ne marche pas correctement ensemble parce qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas une bonne gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance ou une bonne gouvernance. Chacun travaille au père de son côté. Il n'y a pas d'interfaçage efficace. Donc il n'y a pas de processus qui remette tout le monde, on va dire, un peu, ou ne mobilise pas les acteurs autour d'objectifs clairs. Et d'ailleurs, le développement régional, en définitive, c'est quoi ? C'est mettre à disposition de tout. Parce que dans toutes les régions, il y a des pôles de compétitivité, ou des technopoles. Oui, plus et ou des moins. pépinières. Enfin, Plus ou moins. Non, dans les 24 gouvernorats, de toute façon, il y a des pépinières, il y a dans chaque grande région un technopôle. Eh bien, justement, on peut se relayer sur ça lorsqu'on aura trouvé le plan de développement de chaque région. Et donc, on revient un peu au sujet.
donc de cette discussion. Pour Donc, être concret, effectivement, est-ce que vous avez déjà retenu des projets? Est-ce qu'il y a des projets qui vont démarrer incessamment sous peu? alors, vous parlez de quel projet? Vous parlez de développement régional ou... de ce que vous faites, vous, en tant qu'ONG? Alors, en tant que Carthage Business Angels, notre écosystème produit aujourd'hui des startups d'innovation. Donc ça, C'est déjà fait, C'est c'est déjà, en oui, cours, tout à fait. Nous avons déjà un portefeuille d'une douzaine de startups. Elles que sont nous avons- implantées. Qui sont implantées, on va dire une douzaine, donc ce n'est pas C'est un pas nombre beaucoup, mais important. dans quelle région? C'est encore à titre expérimental. C'est toujours les régions Prioritaires ou... Alors non, on n'a pas, Ah. on n'a pas cette vocation d'aller chercher les régions prioritaires. Parce qu'en fait, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'un développement régional? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Si vous développez la filière huile d'olive, c'est toutes les régions où on produit de l'huile d'olive qui vont en profiter. Donc peu importe où on va mettre l'usine de packaging. Donc en fait, c'est pas la question où on va mettre l'entreprise. Où on va mettre l'entreprise, de toute façon, c'est le choix C'est du important, vu le contexte actuel de la Tunisie, c'est effectivement une entreprise qui est née dans le Grand Tunis, qui possède pas mal d'entreprises, alors que là, le développement régional, il se pose essentiellement dans les régions prioritaires. Tout à fait. Alors, qui jusqu'ici... on doit relativiser. Ouais. La création de l'emploi, on ne peut pas la provoquer par des incitations ou des privilèges parce que ce n'est pas durable, ce n'est pas pérenne. Moi, je connais beaucoup de gens qui ouvrent leur siège social dans les zones prioritaires, justement, mais qui ont tous leurs effectifs, ou 90% de leurs effectifs, dans le Grand Tunis, dans le Grand Tunis, ouais. parce que c'est là où ils ont le foyer de l'activité, l'infrastructure. voilà, le centre de consommation, le centre de production et surtout la main-d'œuvre. Donc évidemment, reprendre à zéro la logique des incitations et de la distribution des incitations. Ouais, ça, c'est le code de Déjà, il faut revenir un peu avec une approche, à mon avis, vraiment nouvelle, différente, et c'est pour ça et explorer des alternatives justement au développement régional, en impliquant d'abord, il faut impliquer les investisseurs locaux, dont les business angels, donc les investisseurs providentiels, parce que de toute façon, ils doivent jouer un rôle. Ils doivent donner l'exemple, ils doivent partager, ils doivent être dans cette solidarité morale, éthique et régionale, parce qu'ils ont aussi la crédibilité. Les gens qui ont réussi dans une région doivent être le bon exemple pour ceux qui ont envie de réussir ou d'entreprendre, ce qui n'est pas encore aujourd'hui bien ancré. Et c'est un effort encore à faire. Mais revenons un peu sur la manière dont on doit produire en fait les plans de développement. Bien sûr, on va partir de ressources ou d'atouts des régions. Si nous sommes dans une région à vocation minière, c'est clair qu'on va exploiter les ressources minières pour valoriser la région et on peut imaginer un cluster autour de l'industrie minière, tout en préservant les intérêts de la population locale, puisqu'il ne s'agit pas de faire des bénéfices et verser ces bénéfices, on va dire, à l'État ou indirectement à la communauté, à la communauté en général, et laisser que des miettes pour les gens ou les autochtones ou les gens qui habitent la région. Donc, des approches par cluster, par spécialisation, sont explorées aujourd'hui. C'est ce que vous encouragez. Alors nous, on crée une plateforme de débat et c'est ce qu'on met en avant. On dit voilà, ça fait partie des idées qui sont sorties, la spécialisation, la clusterisation. Est-ce que vous orientez vers des activités ou des secteurs bien précis, les nouveaux, je sais pas. Chaque région doit être libre de choisir son champ de spécialité. En matière de ressources, il y a des avantages compétitifs pour chaque région. Exactement. Comme vous dites, là il y a de l'huile d'olive, et il va y avoir de cheptel, et puis des mines. Il y a des chameaux dans le sud, etc. Enfin, Tout à fait. Donc c'est chaque région de chercher. Le chef d'entreprise, l'investisseur, il sait exactement qu'il ne va pas investir dans un projet de chameau à Bizerte ou à Indram, par exemple. Tout à fait. Donc, voilà. Alors, donc ça, la vocation et la spécialisation des régions, c'est à définir. Peut-être on se pose aussi une question aujourd'hui, qu'est-ce qu'une région? Qu'est-ce qu'un territoire? Donc, Donc, la répartition ça fait régionale partie des débats, de la Tunisie, il y a des propositions, mais de toute manière, au départ, on est obligé de commencer avec quelque chose. On a un découpage aujourd'hui, on va commencer avec le découpage existant déjà. Et on va voir ce qui peut être fait derrière. De toute manière, on ne peut pas refaire tout, on va pas refaire le pays en quelques années. Peut-être il faudrait des générations. Mais la question du découpage territorial se pose. Il y a même une réflexion sur le fait de mettre des régions qui sont à peu près similaires, linéaires, à l'horizontale, qui ont accès de l'ouest à l'est à la mer et donc à la frontière, à la frontière algérienne par exemple, au maghrébine. Mais bon, ce sont des idées tout ça. Donc de toute manière,
C'est de la matière de débat intéressante. Mandre Khanfir, il y a aussi l'autre problématique de quels moyens humains, matériels et au plan infrastructure disposent les régions. Absolument. Et c'est À là part que le l'État découpage. il intervient au niveau de l'investissement Pour pouvoir, d'infrastructures, réussir. les écoles, les hôpitaux, les routes, etc. Et ça, c'est un point fondamental. D'abord, l'État est responsable du service public. Nous sommes tous d'accord là-dessus, et il n'y a pas donc là-dessus la moindre hésitation quant à, on va dire, le champ ou la spécialité de l'État. L'État doit assurer le service public, la continuité du service public. Le minimum requis. Et évidemment, Social. le minimum requis, mais il y a aussi le principe de subsidiarité. Alors, le principe de subsidiarité, que veut dire subsidiarité ? Eh bien, on confie l'exécution du service public à la plus petite entité de proximité capable de le faire. Voilà. Et donc, on est dans la décentralisation et la subsidiarité. Donc la décentralisation, il ne s'agit pas non plus d'avoir un État central, parce que sinon la décision pour arriver dans la région peut mettre trop de temps. Et puis après, la qualité de service, si dans certains cas, il vaut mieux passer par le secteur privé, je parle par exemple pour le transport, le transport en commun reste une vocation de l'État, eh bien si ce service-là doit être assuré par le public, l'État doit être là juste pour juger de la qualité de la prestation et des concessions à donner et vérifier que ce service arrive bien aux populations concernées. Donc ça, c'est important de le comprendre, et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement faire des effets de levier. Parce que nous avons aujourd'hui un budget limité, comme vous le savez, mais tout le monde a un budget limité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un budget limité ? Un petit budget, oui. Alors moi, je dirais, Oui. alors, il faut optimiser, et c'est avec justement des outils de financement alternatifs qu'on peut faire ce qu'on appelle l'effet de levier, où on peut multiplier en fait les fonds de l'État en irriguant les bons canaux et les bons secteurs qui font l'objet justement d'une planification. Est-ce qu'il y a assez, vous parlez d'une approche alternative de financement du développement régional, mais dans cette approche et ce financement alternatif, est-ce qu'il y a assez d'initiatives ? Est-ce que la Tunisie dispose d'assez de ressources pour alimenter cette approche alternative ? La preuve qu'elle dispose quand on regarde l'économie informelle. La finance islamique. Oui, mais regardons l'économie informelle. L'économie informelle, c'est la preuve qu'il y a une dynamique du secteur privé, mais qui est hors champ de l'État. Et c'est à nous de trouver des solutions pour intégrer cette économie de l'ombre, pour la mettre justement dans la lumière, dans le champ visible, mais en donnant les droits aux entrepreneurs et en leur donnant aussi les moyens de s'exprimer en tant qu'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, on inhibe un peu l'entrepreneuriat. On a tous en Tunisie connu l'État-providence qui veut dominer les marchés, qui veut interférer dans le commerce notamment. Eh bien, le commerce est une affaire d'État au niveau régulation, mais pas une affaire d'État en tant qu'État marchand. Aujourd'hui, l'État il doit arrêter de faire le commercial. Donc, il doit laisser les marchés opérer, bien sûr, en contrôlant les acteurs qui agissent sur le marché, en donnant justement le droit d'accès et de sortie au marché font partie des prérogatives de l'État. Et les règles du jeu du marché doivent être observées et gouvernées par l'État. Nous arrivons à la fin de notre émission. Votre prochain thème problématique que vous allez poser ? Alors, on n'a pas encore défini, mais c'est clair que nous sommes sur des cycles. Donc nous avons, par rapport au séminaire de la finance alternative, traité du financement de l'innovation. Nous avons traité de ce qu'on appelle l'impact investing, donc l'investissement à impact, donc sociétal justement, avec ça peut rejoindre un peu d'ailleurs des outils alternatifs. Donc c'est des financements par ce qu'on appelle l'impôt volontaire. Vous voyez, donc c'est aussi une notion qui mérite d'être exposée. La RSE, par exemple, la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, c'est en quelque sorte un impôt volontaire. Mais cet impôt volontaire, aujourd'hui, il n'y a pas de fonds dédiés pour collecter ces fonds pour pouvoir faire des actions. Est-ce que les chefs d'entreprise et les entreprises sont disposés à donner un impôt comme ça volontaire ? Il y a beaucoup d'entreprises qui donnent aujourd'hui, mais qui sont en train de gérer aujourd'hui individuellement leur programme. Et ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes parce que d'abord, on n'arrive pas à mesurer l'impact global. Donc c'est fait par des initiatives privées, localisées. Et souvent, moi je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, et notamment même des multinationales qui sont présentes ici, qui ont envie de donner, qui n'ont pas envie de le faire, et qui disent mais on ne sait pas à qui confier l'argent pour faire ces actions-là.
Alors, du coup, quand elles le font, elles le font mal. Il y a des entreprises, par exemple, dans le secteur pétrolier, qui se sont trouvées confrontées à des difficultés énormes parce qu'elles sont mises à gérer en direct des soucis qui ne sont pas dans leur cœur de métier et qui leur perturbent dans dans leurs affaires. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il faut qu'on trouve des moyens de capter cet argent-là, donc c'est de l'impôt volontaire, qui va consolider le circuit de l'impôt. Ça, c'est créer des dispositions légales, à la limite, parce que gérer de l'argent, il faut que ce soit dans un cadre bien légal. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'argent en Tunisie. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de volonté, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais on ne sait pas comment l'orienter dans les bons canaux et à bon escient et en faire de l'investissement productif. Voilà, c'est ça ce qui est important. Eh ben, on termine sur cette note. Merci beaucoup, Mandar Khamfir, directeur de l'association CBA, Carthage Business Angels. Merci Tahar El-Almi, merci à vous tous. Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azek et Tahar El-Almi.